Le calcul de la masse de la Terre s'est fait dans le cadre de la théorie de la gravitation universelle de Newton. Je vais donc faire une intro rapide sur cette théorie. C'est en 1687 qu'Isaac Newton publie sa théorie de la gravitation et sa théorie de la mécanique du point. Concentrons-nous donc aujourd'hui sur la théorie de la gravitation de Newton, appelée gravitation universelle. Évidemment, on n'a pas attendu Newton pour s'apercevoir que les objets tombaient sur le sol. Mais avant lui, il y avait des théories distinctes pour d'une part la chute des corps sur Terre et d'autre part le balai des planètes. Sans entrer dans les détails, une des principales raisons pour cette distinction était que le mouvement circulaire, le mouvement supposé des astres, a longtemps été considéré comme naturel et qu'il n'avait donc pas besoin de cause. Ce caractère naturel du mouvement circulaire va être remis en cause par ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'inertie, développé par de nombreux scientifiques au cours du XVIIe siècle, notamment par Newton lui-même, et qu'on peut formuler ainsi: si aucune force ne vient perturber un objet, il adopte un mouvement rectiligne uniforme. C'est donc ce mouvement rectiligne uniforme qui devient naturel et qui n'a pas besoin de cause, et non plus le mouvement circulaire. Pour mettre au point cette théorie, Newton va notamment réfléchir au mouvement de la Lune autour de la Terre. Ainsi, il décompose le mouvement de la Lune, représenté ici en violet, en deux mouvements simultanés. Le mouvement rectiligne uniforme en rouge, qui on vient de le voir, n'a pas besoin de cause, et le mouvement vers la Terre, représenté ici en vert. Et c'est ce dernier mouvement vers la Terre qui a besoin d'une cause, et on comprend alors que c'est la même cause qui sur Terre fait tomber les objets au sol. Newton la baptise la gravitation universelle, et l'étend à toutes les interactions Soleil-planète. Il invoque donc une seule cause, une cause unique, pour à la fois expliquer la chute des corps sur Terre et le balai des planètes autour du Soleil, unifiant ainsi en une seule théorie ces phénomènes qui paraissaient si différents pour ses prédécesseurs. La gravitation universelle, qu'on exprime de façon moderne ainsi: deux objets séparés par une distance d exercent l'un sur l'autre une force gravitationnelle de même valeur, égale au produit des deux masses des objets divisé par la distance au carré, le tout multiplié par une constante, ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle grand G. C'est cette constante grand G que Henry Cavendish va calculer pour pouvoir connaître la masse de la Terre. Pour ça, il utilise en 1898 une balance de torsion. Pour s'affranchir de la gravitation terrestre, il va faire une expérience sur un plan horizontal et utiliser la force gravitationnelle s'exerçant entre des masses en laboratoire. Voici comment se présente la balance de torsion. Vous avez ici un fil, c'est lui qui va se tordre, on le voit à peine ici, sur lequel est accroché un arbre, au bout duquel on met deux petites sphères. Et on va approcher deux sphères beaucoup plus grosses, ici, ce qui va faire tordre le fil lorsque ces petites sphères vont être attirées gravitationnellement par les grosses sphères. Je modélise la balance de torsion par ce fil en plastique et ce bras où est censé être accroché les deux petites sphères. Quand je tords le fil, il se crée une force de rappel qui revient mettre le bras à sa position initiale. Plus le fil est tordu, plus la force de rappel, le couple de force de rappel est importante. Et il y a un lien entre l'angle avec lequel on tord le fil et la force de rappel. Donc si on connaît l'angle de torsion, on connaît la force de rappel. Si ensuite j'exerce une force constante sur l'arbre, là j'exerce une force constante, il y a la force de rappel qui va s'équilibrer avec cette force que j'exerce jusqu'à l'équilibre quand ce sera immobile. Vu qu'il y a une relation entre l'angle de torsion et la force de rappel, la force de rappel étant égale à la force que j'exerce, il y a donc le même lien entre l'angle de torsion et la force que j'exerce. Donc en connaissant l'angle de torsion, je connais la force qui s'exerce sur ma balance de torsion. La force gravitationnelle qui s'exerce entre deux objets en laboratoire est tellement faible que Cavendish va placer un miroir sur l'arbre qui supporte les deux petites passes métalliques afin de mieux mesurer l'angle avec lequel le fil va se tordre. Il approche alors deux masses plus importantes. La force de gravitation se met à agir. Le fil se tord jusqu'à atteindre l'équilibre entre la force gravitationnelle qui exerce entre les masses et la force de rappel du fil qui se tord. Si on place un écran loin du dispositif, le plus loin possible, on va pouvoir mesurer la distance avec laquelle le faisceau lumineux s'est écarté de sa position initiale, et avec de la trigonométrie simple, on va pouvoir en déduire la mesure de l'angle ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, connaissant l'angle avec lequel le fil s'est tordu, on connaît la valeur de la force de rappel et donc la valeur de la force gravitationnelle qui s'est exercée entre les masses. Voici une vidéo de l'expérience de la balance de Cavendish réalisée par l'École polytechnique de Lausanne. On voit bien le dispositif qui met plus d'1 heure pour se stabiliser après les oscillations.
Cavendish a maintenant tous les éléments pour calculer la constante Granger. Il connaît la masse des petites et des grosses sphères, il mesure la distance entre ces sphères, et grâce à sa balance de torsion, il connaît la valeur de la force qui s'exerce entre ces sphères. Il pose donc son calcul et trouve une valeur qui ne diffère que de 1,2% par rapport à la valeur admise aujourd'hui. Et au-delà de la mesure de la constante Granger, qui va lui servir dans le calcul de la masse de la Terre, Cavendish prouve expérimentalement, grâce à sa balance de torsion, qu'il y a bien une interaction attractive entre des objets quelconques, ici les sphères de sa balance. D'où le caractère universel de la gravitation. À partir du moment où des corps ont une masse, ils s'attirent. Pour connaître la masse de la Terre, il suffit maintenant d'observer la Lune orbiter autour d'elle. En effet, on l'a dit, ce qui fait que la Lune reste en orbite autour de la Terre, c'est la force de gravitation qu'exerce la Terre sur elle. Et d'après la deuxième loi de la mécanique de Newton, cette force est égale au produit de l'accélération que subit la Lune fois la masse de la Lune. On voit alors que la masse de la Lune n'intervient plus dans le calcul. En effet, en accord avec ce qu'avait trouvé Galilée au début du XVIIe siècle, la chute des corps vers la Terre est indépendante de la masse de l'objet en question. Donc si on remplaçait la Lune par une boule de bowling ou une balle de ping-pong, avec la même vitesse et à la même distance de la Terre, elles adopteraient la même trajectoire que la Lune. En étudiant la force centrifuge des objets en rotation, Christian Huygens découvre au milieu du XVIIe siècle que l'accélération vers le centre dépend de la vitesse de l'objet et du rayon de la trajectoire circulaire. La vitesse étant par définition une distance divisée par un temps, on prend la circonférence du cercle que fait la Lune, qui tourne autour de la Terre, divisé par le temps que met la Lune à effectuer un tour complet. On remplace la vitesse par sa nouvelle expression dans l'équation de départ. On peut alors calculer la masse de la Terre, qui est alors la seule inconnue. En effet, la valeur de Granger, de la constante Granger, est connue, on vient de le voir. On connaît également à cette époque la distance Terre-Lune grâce à la parallaxe diurne, c'est-à-dire que de deux endroits différents de la Terre, on voit un décalage de la Lune par rapport aux étoiles lointaines, ce qui nous permet ensuite, par trigonométrie et géométrie, de calculer la distance de la Lune. Enfin, le temps que met la Lune à faire le tour de la Terre, 27,3 jours, était lui aussi connu depuis longtemps. Il nous reste à poser le calcul pour trouver la masse de la Terre et on obtient environ 6000 milliards de tonnes. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, nous sommes donc dans une situation de science normale, selon les termes de Thomas Kuhn, dont on a parlé dans l'épisode précédent, où la théorie de la gravitation de Newton est largement admise par la communauté scientifique, et elle va être améliorée au gré des anomalies qui vont se présenter au fil du temps. Citons tout d'abord le mouvement de la Lune. Pour les planètes, la théorie de Newton donnait de bonnes prédictions pour leur trajectoire. On ne prenait en compte que l'attraction gravitationnelle entre le Soleil et la planète étudiée, et on arrivait bien à prévoir leur position pour les mois et les années qui suivaient. En revanche, pour la Lune, ça n'était pas le cas. Alexis Clairaut, un scientifique français, comprend que c'est parce qu'on néglige l'attraction gravitationnelle entre la Lune et le Soleil, et que les erreurs venaient du fait qu'on ne prenait en compte que l'interaction Terre-Lune. Comme dans la formule de Newton n'apparaissent que deux corps, Clairaut développe les outils mathématiques nécessaires à la prise en compte de trois corps ou plus. C'est ce qu'on a appelé la théorie des perturbations. Clairaut résout les erreurs de trajectoire pour la Lune en prenant en compte les interactions gravitationnelles entre la Terre, la Lune et le Soleil, et non plus seulement entre la Terre et la Lune. Il prévoit en plus, avec plus de précision, le retour de la comète de Halley en 1759 en prenant en compte les perturbations de Jupiter et de Saturne sur la comète. La théorie des perturbations de Clairaut est donc un développement et une amélioration de la théorie de la gravitation de Newton, qui est encore utilisée de nos jours pour envoyer des satellites ou des sondes dans l'espace par exemple. Les télescopes se faisant de plus en plus puissants, d'autres anomalies vont apparaître dans la trajectoire des planètes, notamment dans les années 1820 avec la trajectoire d'Uranus, septième et dernière planète du système solaire, connue à l'époque et découverte 40 ans plus tôt. La trajectoire observée était différente de la trajectoire calculée. Les astronomes observaient un déplacement du périhélie au cours du temps, le périhélier étant le point de la trajectoire le plus proche du Soleil. Une partie de ce déplacement était explicable par les perturbations des autres planètes. En effet, les techniques mises au point par Clairaut étaient alors maîtrisées. Comme d'habitude, certains scientifiques y voient un contre-exemple pour la théorie. C'est le cas d'un scientifique qui s'appelle Airy, qui pense que la gravitation de Newton n'est plus valable pour les champs faibles, c'est-à-dire quand on s'éloigne beaucoup du Soleil. D'autres y voient une énigme à résoudre, comme le français Le Verrier, qui fait l'hypothèse de l'existence d'une nouvelle planète qui perturberait Uranus. Le Verrier calcule l'emplacement que devrait avoir la planète pour expliquer les différences observées dans la trajectoire d'Uranus. Des astronautes pointent alors leur télescope dans la direction indiquée par Le Verrier et découvrent Neptune, huitième planète du système solaire.
La théorie de Newton est de nouveau corroborée puisqu'elle a permis de découvrir l'existence d'une nouvelle planète qui n'avait jamais été observée. Quelques années plus tard, même problème avec la trajectoire de Mercure, la planète la plus proche du Soleil cette fois. Encore une fois, un déplacement du périhélie qui s'explique en partie par les perturbations des autres planètes, mais dont une partie reste inexplicable. La même hypothèse, évidemment proposée pour résoudre cette nouvelle anomalie, ça avait fonctionné pour Uranus, pourquoi pas pour Mercure. Sauf que cette fois, on ne trouve pas de nouvelle planète. De nombreuses autres hypothèses sont avancées pour essayer de sauver la théorie de Newton, comme l'existence d'un gaz diffus qui expliquerait cette perturbation, mais rien n'est détecté. Cette anomalie reste inexplicable, et lorsqu'une anomalie perdure, elle a des chances de se transformer en contre-exemple pour la théorie. Ce sera le cas ici, mais c'est pour un prochain épisode qui sera consacré à la gravitation selon Albert Einstein. Cette anomalie Mercure lui servira de test pour sa nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale.